Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Alors aujourd'hui, je suis aux côtés de Caroline Duban. Bonjour Caroline. Bonjour Evelyne. Caroline, vous êtes docteure en histoire, auteure et conférencière. Passionnée par les superstitions et l'ésotérisme, vous cherchez à comprendre les nombreux liens entre les peuples, l'évolution de leurs convictions et de leurs pratiques au fil des siècles. Nous allons donc discuter lors de cette interview de votre bel ouvrage qui s'intitule Honorer les ancêtres et se souvenir de nos morts, illustré par Lawrence Rasson et publié aux éditions Exergue. Alors, je voudrais revenir un peu sur l'introduction que vous proposez en citant ce que vous avez écrit. Le rapport à la mort est intimement lié à celui que les sociétés et les cultures ont avec le corps, la façon dont il est traité lorsque l'esprit ou l'âme s'épanouit à l'intérieur de lui-même et le sort qui lui est réservé après qu'il n'est plus qu'une enveloppe vide. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps quelle est la définition du mot mort? Alors, vous avez la définition que vous trouverez dans le dictionnaire Petit Robert, Larousse, etc. La Mais il y a vôtre. une dimension beaucoup plus profonde et beaucoup plus, j'ai envie de dire presque spirituelle sur ce mot. La mort, bien évidemment, c'est l'arrêt biologique des fonctions vitales. Donc, c'est lorsque le corps physique cesse d'exister, cesse de fonctionner. Mais dans les sociétés, qu'elles soient anciennes ou même modernes, il y a plusieurs façons de mourir aux yeux des autres. Socialement, symboliquement, euh, alors chamaniquement, je le mets entre guillemets, hein, on va peut-être parler d'initiation plutôt, mais il existe différentes façons de disparaître aux yeux des autres, pas seulement physiquement. Donc c'est cette dimension-là que je mettais en introduction, de Mhm. sorte d'expliquer que c'est pas aussi binaire que ça paraît, c'est-à-dire vivant, mort. On peut être vivant, mais être totalement rejeté du reste de la société ou euh, être mort physiquement, mais en plus être oublié des générations futures. Donc, il y a plusieurs strates à cette définition. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Hmm. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette mort sociale? Donc comment est-ce qu'on pourrait la définir? Alors, bien évidemment, ça va dépendre des périodes, ça va dépendre des cultures, parce que dans le livre, j'étudie toutes les parties du monde et on va de la préhistoire à nos jours. Donc, il a fallu faire une sélection, c'est très complexe, c'est très dense, mais dans le sens mort social, c'est vraiment euh, le fait d'être extirpé d'un Hmm. groupe social, d'être rejeté, de ne plus être regardé, ou tout simplement ne plus prononcer le nom de la personne, ne pas s'inquiéter du sort de cette personne ou du groupe de personnes, parce que la mort sociale peut aussi toucher une communauté, pas seulement une personne individuellement, Mhm. ou une famille en particulier. Donc c'est cette dimension-là qui se raccroche à la mort sociale. D'accord. Alors, que signifie le damnatio memoriae dont vous parlez dans votre livre et comment ça a été appliqué à Alfred Dreyfus? Alors la damnatio memoriae, c'est un ensemble de pratiques et de rituels, on peut dire, qui sont destinés à oublier Mhm. l'existence de la personne, c'est-à-dire son passage sur Terre doit être éradiqué de toutes les façons possibles. Ça, ce sont des pratiques qu'on voit, le terme en tout cas a été employé dans la Rome antique, mais ça n'a pas seulement été utilisé pendant cette période-là. La damnatio memoriae, c'est vraiment le fait de condamner la mémoire, hein, si on doit donner une définition claire. Euh, on le voit par exemple dans le personnage très connu d'Akhenaton, où Mhm. ce souverain de l'Égypte a vu ses statues et ses effigies totalement martelées, les noms également ont été retirés. On a Mhm. fait en sorte de supprimer
son nom, son portrait de tout ce qu'on pouvait trouver. Alors bien évidemment, c'est rare quand on arrive vraiment à détruire tout. Euh, Oui. il y a toujours ou des partisans ou des maladresses dans la volonté de vouloir détruire ces effigies. Euh, Mhm. Même dans les textes, on peut retrouver certaines traces malgré tout, soit parce qu'on a oublié qu'effectivement le nom de la personne était mentionné à tel endroit, ou parce qu'on a préféré le préserver. Mhm. Donc c'est un ensemble de pratiques, effectivement, qui visent à réduire au néant l'existence, la naissance de la personne. Dans le cas d'Alfred Dreyfus, alors là, le raccourci est un peu rapide parce que en réalité, c'est plus une comparaison que je donne dans le livre que de dire qu'Alfred Dreyfus a vraiment été victime d'une damnatio memoriae. Dans le cas d'Alfred Dreyfus, c'est plutôt le fait qu'on a retiré ses grades, on a fait en sorte qu'il n'ait plus d'existence dans la sphère militaire dans laquelle il était rattaché et dans laquelle il a évolué pendant toutes ces années. C'était toute sa vie, hein, sa carrière, c'était très important. C'est aussi une question d'honneur. Et dans l'idée de damnatio memoriae, on a vraiment l'intention d'anéantir l'honneur, le souvenir, l'existence physique et l'existence symbolique. Voilà. D'accord, c'est très fort, Oui, hein. C'est vraiment enlever l'existence, le passage terrestre. et l'oublier totalement. Oui, le rayer de la surface des mémoires de la Terre. Voilà, c'est très profond et très violent. J'ai une autre question aussi sur l'acrylique qui est juste ici en première page de couverture, qui s'intitule Le souffle de Jormungand. Pourriez-vous nous parler de son histoire et surtout de son inspiration? Alors, Je le la souffle, le souffle de Jormungand, Jormungand, c'est dans la mythologie scandinave, cet énorme serpent qui enroule les mondes qui se trouvent dans Hmm. Yggdrasil, donc l'arbre sacré. Je vais devoir résumer hein, parce que c'est beaucoup trop Oui. complexe en si peu de temps, mais Oui. l'Yggdrasil qui est l'arbre monde chez les Scandinaves, et donc Jormungand est ce serpent cosmique Hmm. qui entoure l'intégralité de ces sphères. Euh, c'est un symbole fort d'éternité, de mouvement perpétuel, de, de permanence. Et dans l'acrylique en question, euh, Laurence a travaillé sur la façon dont on pouvait traiter les corps des défunts chez les Scandinaves. En fonction des périodes et des régions, on a souvent l'idée du drakkar qui est enflammé Hmm. sur l'eau, mais on n'a pas systématiquement fait ça. C'est une belle image d'Épinal, mais on n'a pas pratiqué systématiquement ce rituel-là. On avait plus régulièrement ce qu'on appelle des bateaux tombes, Mhm. littéralement des bateaux hein, qui sont faits pour naviguer, mais qui étaient transformés en réceptacles pour le Hmm. ou les corps du ou des défunts, avec tout un, un apanage d'offrandes, de Hmm. boucliers, d'épées, etc. Et alors, quel que soit le sexe de la personne, hein, ça au 19e, je fais une petite parenthèse parce que c'est rigolo de voir l'évolution des mentalités, c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'études sur les restes humains dont on dispose, sur ce qui nous reste quelquefois, c'est Hmm. Les ossements. quand on arrive effectivement à remonter un petit peu plus loin, on arrive à identifier le sexe de la personne. Et au 19e siècle, quand on retrouvait des tombes, alors pas spécialement Mhm. scandinaves, c'était les mentalités européennes de l'époque, on se disait, voilà, s'il y a
un ouvrage pour filer la laine ou des choses qui sont liées à la vie quotidienne, c'est forcément une femme. Et s'il y a une épée, une D'accord. lance, un bouclier, etc., c'est un homme. On se rend compte depuis quelques années que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, on a retrouvé effectivement sur certains bateaux-tombes des boucliers et des armes de combat qui étaient ensevelis auprès de corps de femmes. Voilà. Oui, d'accord. Mais avant, on était un peu dans les stéréotypes. C'est le gros cliché, oui, C'est oui. ça, en Il y en a eu fait. énormément et on n'a pas fini d'en Ouais. découvrir parce que les archéologues continuent de ressortir du fond des placards certains cold cases et se rendent compte qu'on est allé très très vite en besogne et qu'on Mhm. s'est bien trompé, soit sur la datation, soit sur l'origine de la personne ou sur son sexe ou son Mhm. âge. Voilà. Mais d'ailleurs, oui, pour revenir au bateau dont vous parlez, il y a une photo dans le livre aussi. Vous avez pas mal de photos historiques qui sont mises en avant, qui permettent aussi d'avoir une image de l'histoire et de ce que vous expliquez. Alors, pouvez-vous nous parler de la notion de sacrifice dans l'Empire aztèque? Oui, alors là encore, je vais devoir résumer, mais on a, si vous voulez, le livre a aussi pour but de casser certains clichés, peut-être aussi certaines appréhensions qu'on peut avoir, soit sur certaines cultures, soit sur certaines Hmm. pratiques ou certaines époques, parce que c'est enseigné un peu trop rapidement à l'école ou parce que ce sont des choses qu'on a, qui sont restées un peu comme nos ancêtres les Gaulois, vous voyez, donc ce sont des Hmm. quelquefois qui ont du mal à être brisées. Mais dans ce livre-là, notamment à travers les sacrifices des peuples d'Amérique du Sud, des civilisations d'Amérique du Sud, le but, c'était vraiment de rappeler la vision des peuples par rapport à cela. C'est-à-dire vraiment ne pas se placer en tant que occidental ou européen, Mhm. regardant sur un pays ou une culture étrangère. Parce qu'en faisant ça, automatiquement, on a un regard qui est complètement biaisé, on émet énormément de jugements de valeur et on dénature finalement la vraie signification, la vraie portée symbolique du geste D'accord. ou de la parole ou de la pensée indigène. Alors, il faut savoir que la mythologie aztèque, c'est pas tout rose, c'est pas doux, c'est pas les bisounours du tout. Oui, c'est Quand sûr. même assez violent. Mhm. Les dieux ont des, des challenges à surmonter, ils ont des combats à affronter. Ce sont aussi des cheminements initiatiques à la fois personnels et qui vont ressurgir sur l'humanité, rien que pour créer le monde, donc la Terre, si on veut, Mhm. il a fallu anéantir, détruire et démembrer une créature qui ressemble à une espèce de gros lézard ou de crocodile euh, en plusieurs parties, voilà, parce que telle partie du corps a donné les montagnes, telle partie du corps a donné les océans, etc. Donc, il a fallu, dès le départ, tuer une entité D'accord. primordiale pour que le monde surgisse. Et au fur et à mesure que l'histoire des dieux se poursuit, Mhm. on voit qu'il y a énormément, alors de sacrifices, c'est pas forcément sacrifice physique, il D'accord. y en a, mais ça peut être le sacrifice d'un membre ou ouvrir une veine, une partie du corps ou un organe de sorte que le sang purifie ou donne la vie ou permette la réincarnation, etc. Enfin, c'est vraiment des images qui sont très fortes Oui. et les sacrifices qui étaient perpétrés par ces populations-là avaient pour but de commémorer Mhm. les sacrifices que les dieux avant eux avaient faits pour que nous, êtres humains, nous puissions exister. D'accord. Donc Mhm. c'est vraiment la notion de commémoration et de Mhm. rendre honneur, grâce et respect aux divinités sans qui nous ne serions pas là. C'est intéressant, ouais. Comme quoi, c'était pas juste fait pour la communauté, mais bien pour cette commémoration, donc pour tout le passé, en fait. Ah, c'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'évidemment, on va, en rendant l'honneur et la grâce aux dieux, on va s'attirer leur bienveillance et leur bénédiction. Ce Hmm. sont eux qui vont permettre
si on est en guerre, de gagner le combat contre les ennemis, qui vont amener la pluie si on est en période de sécheresse, qui vont permettre une bonne fertilité des femmes pour que la population continue de croître. Donc, il y a toujours cette notion de donner et recevoir. Hmm. C'est une notion qui est entre le respect et la crainte, le respect de ce qui a été fait, parce que nous ne serions pas là sans eux, et en même temps la crainte de la colère des dieux, parce que nous pourrions disparaître en un claquement de doigts s'ils le décidaient. Hmm. Peut-on situer chronologiquement les prémices de prise de conscience autour du devenir du défunt? Alors, ça, c'est une question qui est très intéressante et qui, en même temps, ça fait encore débat dans certaines communautés scientifiques. Mhm. Mais on sait que avec Néandertal, on peut ressentir une prise de conscience parce que là, on n'a que les traces au sol, hein. On n'a pas de texte, il n'y a pas de verbalisation, d'articulation écrite de, 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 de la pensée, pardon, de la D'accord. pensée, mais on a quand même des éléments qui permettent de se rendre compte Mhm. qu'on passe d'un abandon de la dépouille aux Hmm. animaux, aux animaux, aux charognards, à un respect. Alors c'est délicat parce que on ne sait pas si c'était le cas avant, mais qu'il n'y avait pas forcément la volonté de s'occuper des corps. Mais en tout cas, Mhm. là où on a vraiment des traces de sépulture avec une intention de déposer quelque chose, euh, on le voit dans la grotte de Shanidar qui se trouve en Irak. Donc, c'est sur la chaîne du Zagros. On a une série de sépultures qui ont attiré l'attention des archéologues parce qu'on a retrouvé notamment deux corps, un adulte d'une quarantaine d'années et un adolescent, je crois, autour de 13 ans. Et il faut savoir que ces corps avaient été placés en position fétale sur une jonchée de fleurs qui avait été sélectionnée et déposée de manière minutieuse pour que la dépouille soit recueillie Hmm. euh, de manière vraiment respectueuse. Alors là où ça fait un peu débat, c'est que les spécialistes des pollens, etc., donc ce qu'on appelle les palynologues, Mhm. ont pu déterminer que les plantes qui avaient été utilisées avaient des vertus médicinales. Euh, Mhm. la question est de savoir, est-ce que déjà à cette époque, on avait la connaissance de ce que ces plantes étaient capables de faire si on les consommait à des fins thérapeutiques. Voilà, il y a plusieurs plantes de mémoire. Il y a de la centaurée, il y a du sénesson. En fait, il y a plusieurs plantes qui sont antispasmodiques, qui agissent sur les migraines, sur les douleurs articulaires. Bon, là, après, je n'ai pas la réponse à cette question parce que euh, ben, on n'a pas de texte, on n'a pas la possibilité, pour le moment en tout cas, peut-être que ça viendra, mais pour le moment, on n'a pas la possibilité de déterminer si la connaissance du fonctionnement de ces plantes était réelle. Mais en tout cas, ça laisse quand même un gros point d'interrogation et je pense que c'est important de le souligner parce que Hmm. c'est intriguant. Voilà, on n'a pas toujours réponse à tout, mais quand c'est intriguant, il faut le souligner parce que ça laisse une porte ouverte pour le futur à ceux qui trouveront peut-être quelque chose. Hmm. Intéressant. Pouvez-vous nous parler de Santa Muerte qui est tant vénérée au Mexique? Alors, Santa Muerte, il y a beaucoup de gens qui la connaissent, hein. C'est cette figure euh, assez impressionnante de la mort vénérée chez les Mexicains. Oui, on la voit même à Halloween. Il y a pas Oui, 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 on la mal de gens confond qui... avec ça. Mais on connaît plus sa version populaire qui est Katrina. Oui. Vous savez, c'est ce personnage avec les fleurs autour des yeux, les grandes couronnes végétales, des vêtements très chatoyants, bariolés. Donc ça c'est la culture populaire. Santa Muerte, c'est un petit peu différent. C'est l'équivalent de la Vierge Marie, très,
très littéralement, mais du côté indigène. C'est-à-dire qu'on a là les restes d'un culte païen, je vais employer ce terme-là, qui est beaucoup plus ancien que l'arrivée de l'implantation du catholicisme dans ce pays. Mhm. Et il y a une sorte d'acculturation qui s'est faite, mais en gardant à l'idée qu'il y a quand même une différence entre la Vierge Marie et Santa Muerte. Santa Muerte, on va la trouver avec un voile, exactement comme Marie. Elle va être vénérée. Alors pendant la période du Covid, il y a eu énormément de gens qui sont venus la prier parce elle est un peu à cheval entre la Vierge Marie et Sainte Rita, qui est la patronne des causes désespérées, si vous voulez. C'est vraiment celle qui va gérer ou le deuil pour les personnes restantes, ou le départ pour la personne trépassée ou en passe de trépasser. Mhm. C'est un personnage que l'Église catholique a eu du mal au début à assimiler, mais il y a un tel dévouement auprès de Santa Muerte que c'est compliqué de vouloir la mettre au dehors et de la reléguer à une espèce de folklore populaire. Donc, on fête Katrina pendant la fête des morts, effectivement, qui dure 3 jours, mais Santa Muerte est vénérée tout au long de l'année, D'accord. au même titre qu'un saint ou une sainte dans les églises catholiques. Mhm. D'accord, merci pour ces précisions. Pouvez-vous nous parler des différentes conceptions de la réincarnation? Alors là, c'est un vaste sujet, je ne me rappelais plus de cette question-là, je Bon. vous avoue. Alors, par quoi je vais commencer La réincarnation, c'est un terme générique qui, Mhm. en réalité, peut avoir plein de ramifications. Ouais. Euh, pour nous, en France, en tout cas, on a cette idée que il y a plein de gens qui pensent que quand on meurt, l'âme se réincarne dans un Mhm. autre corps, alors que ce soit en homme ou en femme, on se réincarne et on emporte des souvenirs avec soi. Mhm. Chez les Gaulois, par exemple, César nous explique que les druides enseignaient euh, aux communautés qu'une grande divinité qui n'est pas nommée sous son terme indigène, mais que César nomme Dispater, donc le père. C'est l'équivalent romain de Jupiter, hein, clairement Dispater, Jupiter, c'est la même notion, c'est le père supérieur. Et cette divinité, elle vit sous terre. C'est ce qu'on appelle une divinité chtonienne, littéralement, ça veut dire souterraine, qui vit sous terre. Et cette entité va recueillir les âmes des défunts, va les garder à un moment pour les former, les reformer, Mhm. et va les ramener à la surface à un moment donné quand un nouveau-né va arriver. Donc, on enseignait ce principe de sorte que les populations ne craignaient pas de mourir puisque la mort physique n'était rien finalement. On revenait systématiquement. C'est une espèce de recyclage Mhm. D'accord. humaine qui était perpétuel. En Inde, c'est très différent. Mhm. Euh, on va non pas avoir une réincarnation complète, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas un défunt qui revient avec tout ce qu'il était avant, même s'il a oublié une bonne partie. Pour quelle raison, là, ça reste un mystère spirituel, mais Oui. voilà, le défunt qui revient intégralement, ce n'est pas du tout cette conception-là. En réalité, chez eux, on va recueillir, c'est même pas encore des fragments d'âme, c'est vraiment des mémoires, des souvenirs Mhm. d'une âme. On va le voir pour quelqu'un qui va être enclin à une passion particulière, qui va adorer
je vais dire une bêtise, hein, mais le football, en voulant devenir joueur international, etc., ou tout simplement un amour pour les plantes, ou au contraire être repoussé par un pays, par une langue ou quoi que ce soit, parce qu'en réalité, il y a une captation d'une émanation de l'âme défunte. Donc on récupère comme ça des traits de personnalité, Ouais. des inclinations ou des répulsions pour quelque chose et qui vont constituer un individu. Donc on peut être constitué de plein de mémoires, de plein de personnes, si vous voulez. D'accord. Je le résume parce que c'est Oui, beaucoup plus complexe. Mais en gros, c'est cette idée-là qu'on ne, on ne revient pas réellement sur Terre, mais oui. il y a une partie de soi qui poursuit le voyage à travers la personnalité d'autres vivants. D'accord. Hmm. C'est très intéressant. Ça me rappelle aussi un docu-fiction en fait qui a été fait par le réalisateur David Fresino. Il est publié aussi sur INRES TV. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est cette idée de réincarnation, mais en gardant, en conservant ces sortes de passifs pour pouvoir s'améliorer en fait dans cette vie terrestre. On cumule les karmas, comme on dit. Voilà. Oui, exactement. On récupère ces expériences finalement. C'est des Oui. expériences cumulées. Hmm. C'est très, très intéressant. Ça me rappelle aussi Varanasi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais c'est là où vous pouvez voir tous ces corps qui viennent en fait et qui sont immolés justement pour atteindre une sorte de paradis. Donc, il y a toutes ces croyances en fait sur l'importance du corps qui brûle, du corps qui se purifie en quelque sorte. Et c'est vrai qu'en tant qu'occidentaux, c'est assez impressionnant à voir. Oui, bah oui, parce qu'on n'a pas du On tout n'a pas l'habitude. cette éducation. Oui. Mais en réalité, c'est formateur de travailler sur tout un tas de périodes et tout un tas de cultures parce qu'on apprend à se déprogrammer en Mm. permanence, à déconstruire pour reconstruire des schémas de pensée et ça évite, euh, excusez-moi du terme, mais de s'encrouter dans des formes de pensée. Oui. Et je pense que ça permet aussi de travailler sur, pas forcément l'empathie, mais la compassion qu'on peut avoir et la tolérance qu'on peut avoir sur d'autres peuples, passés et présents. Mhm. Mm. Je souhaiterais aussi que vous nous parliez de l'acrylique intitulé Les lavandières de la nuit. Qu'évoquent les lavandières, pardon. Alors, les lavandières, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait, mais c'est un petit peu l'équivalent du folklore autour des dames blanches qu'on D'accord. voit sur les bords des routes qui soit effraient les voyageurs, soit au contraire les protègent. Alors, les lavandières de la nuit, on n'a pas forcément d'origine parce que ce sont des folklores liés à l'oralité. Donc, Mhm. il y a pas possibilité de retracer forcément une date très précise, mais on sait que ce sont des croyances anciennes qui mettent en garde les voyageurs qui traversent la nuit certains sites qui sont considérés comme chargés émotionnellement ou Mhm. potentiellement vecteurs d'entités dangereuses. Alors, on retrouve ce folklore un petit peu partout en France, mais j'habite en Bretagne, donc c'est un folklore qui est très très connu ici. Mhm. Et les lavandières de la nuit, en réalité, sont des femmes qui bien souvent ont soit fait passer leur propre enfant euh, avant même, on subit un avortement ou on fait passer leur enfant une fois qu'il était né, soit ce sont des femmes qui ont pratiqué l'avortement sur d'autres femmes. Et donc, ces faiseuses d'anges, comme on les appelle populairement, euh, sont tourmentées par le diable, leur âme est tourmentée par le diable. Mhm. Et le lavoir étant, c'est un lieu
spécifiquement féminin, hein. C'était vraiment le lieu de retrouvailles des femmes euh, dans la semaine pour raconter ce qui se passait dans le village, etc. Et donc, si la journée, ça appartenait aux vivants, la nuit, c'était les âmes tourmentées qui venaient laver le linge des enfants qui étaient trépassés. Donc, l'eau du lavoir se transformait en sang. Et plus Mhm. elles nettoyaient leur linge et plus le sang s'épanchait. Dans certaines régions, on dit que le diable accorde la liberté à l'âme à partir du moment où elle parvient à laver son linge. Bien évidemment, D'accord. le linge n'est jamais tout à fait Ouais. propre, donc c'est un, un rituel perpétuel qui se reproduit chaque nuit. Et aux voyageurs égarés ou bien à l'ivrogne du coin qui rentre un petit peu tard du cabaret et qui doit prendre le chemin qui croise le lavoir, on dit toujours de faire attention de ne pas venir en aide aux lavandières qui lui tendent leur linge pour aider à essorer. Parce que à partir du moment où on attrape le linge, Mhm. qui est maculé de sang, il reste encore une solution pour s'en sortir, c'est qu'il faut tordre le linge dans le même sens que la lavandière et ne jamais le Mhm. tordre pour l'essorer, parce que ce geste-là va faire que ça tue la D'accord. personne et donc elle va rejoindre les enfers. Si elle arrive jusqu'à l'aube à tourner le linge, donc ça peut durer plusieurs heures dans le même sens que la lavandière, à ce moment-là, les âmes des défunts s'évanouissent et là, Mhm. on peut rentrer chez soi sans risque. Mais Mhm. Ouais, c'est un rituel assez fastidieux. c'est pas très facile en tout cas. Ça n'a Non. pas l'air. Quel est le rôle que jouent les médiateurs tels que les médiums, les sorciers? Et il y a aussi plein d'autres noms, mais on va les résumer à ces deux-là. Alors, intermédiaire, on va vraiment utiliser le terme de médium parce que sorcier, c'est encore autre chose. D'accord. Le médium, c'est très littéralement le lien entre un élément et un autre élément. Donc, c'est un terme qui est très vaste, qui peut être utilisé dans plein de conversations. Mais le médium parapsychique, on va dire ça comme ça, le Mhm. médium parapsychique, est celui qui va traditionnellement délivrer les messages dans un sens ou dans l'autre. Euh, c'est un rôle qu'on connaît depuis très longtemps, hein. C'est pas du tout une mode en vogue actuelle. Euh, ne serait-ce que dans les mythes anciens, on a systématiquement des messagers des dieux. Euh, ne serait-ce que comme ça, là, le premier qui me vient en tête, mais on a Hermès dans la mythologie grecque qui systématiquement fait des allers-retours entre la Terre et l'Olympe, ou la déesse Iris qui laisse un arc-en-ciel derrière elle à chacun de ses passages, qui elle aussi délivre des messages dans un sens et dans l'autre. Euh, donc c'est un pont entre deux mondes. Le médium, c'est quelqu'un qui se situe entre deux quand il est dans son état, je dirais, de son état de conscience modifié. Mhm. Il va être capable d'être là, sur notre plan physiquement, en même temps que son esprit sera en contact avec l'entité ou les entités contactées. Voilà. Alors, quelquefois, il y en a qui expliquent que ça se produit spontanément, sans contrôle, et d'autres qui vont se mettre volontairement dans cet état second pour pouvoir rentrer en communication, soit à la demande d'une personne, donc un membre de la famille, par exemple, qui veut comprendre quelque chose, soit parce que le défunt a quelque chose à dire. En réalité, les médiums d'aujourd'hui pourraient Mhm. presque être comparés aux anciens nécromanciens. Mhm. C'est-à-dire la nécromancie, c'est la divination par les morts. Mhm. C'est D'accord. capable de comprendre des situations passées, présentes et à venir
grâce aux défunts. C'est-à-dire que les défunts sont ceux qui deviennent les yeux du monde Mhm. et le nécromancien ou le médium va être celui qui va être capable de verbaliser avec des cordes vocales incarnées, j'ai envie de dire. Oui. Mhm. Donc, on a une espèce de... C'est un peu comme un corps anatomique spirituel, si vous voulez, où vous Mhm. avez la tête, on pourrait représenter par les défunts, qui sont capables de raisonner, de voir, d'entendre, de percevoir. Le Mhm. reste du corps, enfin, le tronc qui pourrait être le médium ou le nécromancien qui reçoit et renvoie, verbalise, vocalise, Mhm. et puis ceux qui reçoivent le message qui doivent mettre en action la volonté du défunt ou qui doivent ajuster leur comportement de sorte que le malheur ne se produise plus ou qu'ils obtiennent le succès, peu importe la question qui a été demandée. Donc c'est une Mhm. espèce comme ça d'entente, de coordination entre trois éléments Oui. qui appartiennent à deux mondes: le monde des morts, le monde des vivants et un intermédiaire qui sert de lien entre les deux. D'accord, mais alors, est-ce que ces médiums sont choisis, sont sélectionnés? Est-ce que vous en savez plus sur ce sujet? Alors, dans le monde entier et selon les périodes, Change. les pratiques ne sont pas du tout les mêmes. Mais encore une fois, je vais parler de la Bretagne parce que je suis attachée à cette région et qu'il y a quand même un folklore très, très fort autour de la nécromancie. Mhm. On avait encore, jusqu'au début du XXe siècle, ce qu'on appelait les écouteuses de trépassés. C'était des personnages assez atypiques pour le reste de la population française entre le 19e et le début du 20e siècle, puisqu'on est censé être dans le monde de l'industrialisation, de la modernisation, où on est beaucoup attiré par les mécanismes, la machinerie, etc. Eh bien, il y avait encore dans plein de régions des folklores et des pratiques ancestrales qui Mhm. étaient observées. Et parmi elles, en Bretagne, on avait ces écouteuses qui étaient choisies à Mhm. leur naissance pour servir d'intermédiaire, de médium entre les vivants et les morts. Alors, pour ce faire, quand l'enfant naissait, on l'exposait dans un cimetière avant son baptême, de sorte D'accord. que les âmes des défunts soient attirées par cette nouvelle vie, Mhm. euh, sans pour autant la mettre en danger, mais qu'il y ait une espèce d'alchimie qui se Mhm. produise entre les trépassés et cette petite âme innocente. Une fois que cette exposition était faite, on emmenait l'enfant se faire baptiser, de sorte qu'on la protégeait, on lui évitait d'être attiré par de mauvais esprits. Et progressivement, en grandissant, eh bien, elle pouvait être formée à des rituels qui permettaient d'entrer en contact avec les morts. On lui apprenait à utiliser ce qu'on appelle le vin des morts. Donc, c'était une décoction de feuilles de noyer. Alors, je le déconseille fortement pour qui ne connaît pas le dosage parce que ça peut être extrêmement toxique. Euh, Oui. mais il y avait tout un rituel avant d'entrer en communication avec un défunt autour de ce vin des morts. Donc, on pouvait prendre pendant quelques jours cette décoction en étant à jeun. Donc, on avait vraiment toute l'essence de ces feuilles qui rentraient en connexion avec les cellules. Et donc, on était dans un état de transe Mhm. progressive. Ça ne se faisait pas de manière violente subitement, c'était D'accord. progressif. Et au bout de ces quelques jours de préparation, la femme devait se rendre dans le cimetière à la demande. On n'y allait pas comme ça spontanément. Il fallait quand même qu'il y ait une demande de la part d'une personne. Alors en général, c'était
pour savoir pourquoi on avait la poisse, pourquoi ça ne poussait pas dans les champs, pourquoi les vaches étaient malades, comment ça se faisait qu'on n'arrivait pas à obtenir le lopin de terre du voisin, etc. Donc, c'était vraiment des questions qui étaient très, très pratiques, très concrètes de la vie quotidienne. Et donc, on se rendait effectivement auprès de l'écouteuse de trépassé pour cela. Donc, elle se préparait. Une fois qu'elle s'était préparée, elle entrait dans le cimetière de nuit. Elle se rendait sur la tombe du défunt qui lui avait été désigné. D'accord. Elle pouvait euh, se préparer psychologiquement, spirituellement et physiquement Mhm. avec une fumigation, un mélange d'herbes et d'aromates pour purifier l'air et puis vraiment se mettre dans cet état second. Mhm. Puis là, il y avait la transe. Donc ça, on a une description de la part d'un journaliste qui a suivi en catimini une Mhm. écouteuse de trépassé dans ce rituel-là, parce que normalement, on ne devait pas interrompre l'écouteuse de trépassé dans son rituel. Donc, ce journaliste l'a suivi en catimini et donc a pu observer et décrire précisément comment cela se passait. Donc, une fois que la petite fumigation s'était propagée dans l'air, la Mhm. femme entrait en convulsion, pouvait se mettre à crier, à se tordre, etc. Et puis s'allonger sur la tombe, Oui. attendait, écoutait ce que le mort avait à chuchoter. Donc ça durait un certain temps. Et une fois que c'était fait, la femme se relevait et allait à la rencontre de la famille demandeuse et faisait un topo de tout ce qui lui avait été dit. Et si on écoutait les conseils du défunt, normalement, la tradition veut que les problèmes arrivaient à se résoudre très facilement. Merci pour cette histoire. Alors, enfin, une dernière question aussi, Caroline, c'est qu'est-ce qui vous a motivé, en tout cas, à écrire cet ouvrage? Alors, il y a plusieurs choses parce que si je mets le côté personnel à part, Mhm. c'est un thème qui souvent fait peur, à juste titre, hein, parce que notre culture occidentale a souvent peur, en tout cas la culture actuelle, parce que ça n'a pas Mhm. toujours été le cas, mais nos sociétés modernes sont effrayées par le départ, par la mort physique, par l'oubli, par le fait de traverser un deuil. Mhm. Euh, et bien souvent, malheureusement, on met ça de côté de sorte que ignorer quelque chose, c'est un peu supprimer le danger Mhm. Oui. psychologiquement. Réellement, ça n'a aucun effet, mais c'est ce qui fait que quand on est confronté à ça, Mhm. le Ouais. choc est beaucoup plus brutal parce qu'on n'a pas été préparé. Mhm. Il faut savoir que même dans nos sociétés euh, occidentales, européennes, au 19e siècle, les enfants étaient préparés à cette éventualité parce que le taux de mortalité infantile était très élevé. Mhm. Il faut savoir qu'on avait énormément de tuberculeux et ce n'était pas forcément à cause de la maladie, Oui. c'est parce qu'il y avait énormément d'amiante dans Mhm. à peu près toutes les pièces des maisons, Mhm. que les enfants, surtout en bas âge, et les femmes au foyer respiraient systématiquement ces aiguilles mortelles plusieurs heures par jour, notamment tout ce qui servait à faire l'isolation euh, Mhm. des poêles pour chauffer ou des gazinières, etc. Tout était fait en amiante. On Ouais. avait connaissance du danger, mais c'était pas cher, c'était facile à mettre en place. Donc, on a aussi énormément de cas où on parlait de tuberculose, mais finalement, ce n'était pas une tuberculose contagieuse, puisque c'était tout simplement les poumons qui étaient traversés par ces aiguilles microscopiques. Et vous imaginez ce que ça peut faire sur quelqu'un qui respire ça Toute la quotidiennement journée. Ouais. toute la journée. Mhm. Donc, les départs, que ce soit les femmes qui mouraient en couche, que ce soit les enfants qui mouraient de mort subite ou voilà, qui attrapaient des coups de froid et pour lesquels on n'avait pas les moyens de guérison efficace, il fallait bien se préparer en tant qu'adulte
et en tant qu'enfant, Ouais. que c'était très courant finalement ce phénomène. On Mmh. avait même pour les familles les plus aisées, alors je ne parle pas du tout des classes sociales les plus modestes, hein, parce que là, il n'y avait pas les moyens d'acheter ça. Mmh. Dans la panoplie de la parfaite ménagère qu'on offrait aux petites filles à cette époque-là, il y avait donc une poupée bébé, il y avait le landau, il y avait les différents accessoires, selon si c'était le dimanche, si c'était euh, Mmh. journée, etc. Et puis il y avait un cercueil qui était à la taille de la poupée, Ah oui. parce que les enfants apprenaient à jouer la scène. D'accord. C'était une façon d'appréhender ce qui Ouais, allait arriver. d'accord. On Ouais. avait vraiment un rapport avec ce passage qui était très différent. Et puis au fur et à mesure que, alors c'est un peu un raccourci, mais au fur et à mesure que le progrès a amené aussi une amélioration de la médecine, Oui. grande efficacité, on a commencé à vouloir essayer de repousser l'inévitable. Donc, Mmh. c'est une question qu'on connaît depuis très longtemps à travers plusieurs personnages anciens, que ce soit en Chine, en France, peu importe, où on a toujours essayé de trouver l'élixir d'immortalité, où on a toujours essayé de boire des potions avec des choses épouvantables dedans qui en réalité rendaient plus malade qu'autre chose. On pense à François Ier qui avait de la poudre de momie, disait-on, pour soi-disant préserver des maladies et puis voilà, garder l'éternité pour soi. Euh, Mmh. Diane de Poitiers qui se faisait des solutions d'or potable. Bon, il y a eu aucun effet hein, sur le corps physique, si ce n'est effectivement des choses qui n'étaient pas voulues. Mais Mmh. c'est vrai que c'est une question qu'on a déjà depuis très longtemps quand on est puissant, quand on Mmh. a une belle vie, quand on veut en profiter longtemps, on n'a pas envie de quitter cette terre. D'acc Avec les sociétés modernes, on a une classe moyenne qui est apparue et qui, elle aussi, euh, désire prolonger. Il n'y a qu'à Oui, voir aujourd'hui le nombre de pubs qu'on peut voir pour ceux qui ont c'est la ça. télé. Dans mon cas, mais pour ceux qui ont la télé, j'ai souvenir le peu de fois où je peux regarder, le nombre de fois où il y a des publicités de différentes marques pour enlever les rides. De Et, oui, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des solutions à mettre en place Mmh. pour le côté esthétique, des solutions naturelles qui existent déjà depuis très longtemps, mais on peut rien faire contre le temps qui passe. Mais non, c'est Euh, sûr. c'est- Il faut rien faire. voilà, et se Ouais. préparer à ça, que ce soit pour soi ou pour ses proches, c'est presque un moyen de dédramatiser la chose. Ça reste un drame, mais c'est un moyen de se dire, OK, je suis prêt psychologiquement, je sais que c'est... Ça On peut n'est arriver. jamais prêt à 100%. Euh, Mmh. Quand on dit qu'on n'a pas peur de la mort, moi j'ai eu beaucoup de difficultés à croire ça parce qu'en réalité, on a tous cette appréhension, au moins au moment où ça arrive. Mmh. Euh, Ce qui fait peur aux gens davantage, je pense, plus, c'est le fait de souffrir avant de mourir. Peur Mmh. d'avoir mal, que ça dure longtemps, etc. Ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, pourquoi avoir écrit cela? C'est tout simplement une manière de présenter au public Mmh. différentes pensées, différents rituels et différentes pratiques de la préhistoire à nos jours, de sorte que chacun puisse se faire son idée, que chacun puisse regarder euh, les cultes autour des défunts et des ancêtres Mmh. avec un œil neuf, en cassant des clichés, en cassant certaines appréhensions, en rassurant sur certains points, Mmh. et aussi de regarder certaines pratiques de manière plus douce que ce qu'on Mmh. pouvait avoir au départ. Je fais une petite parenthèse notamment avec les pratiques qu'on peut trouver en Indonésie ou à Madagascar, où on Mmh. parle du retournement des os, c'est-à-dire que
selon des périodes, alors ça peut être tous les 4 ans ou un peu plus, on va déterrer les corps, leur enlever les linges souillés, leur remettre des vêtements propres, Ah ouais. fumer avec eux, mettre des lunettes, des chapeaux, etc. Rester un certain temps avec les défunts, danser avec eux. C'est ce qui se passe avec le Famadian à Madagascar, où on danse avec les corps Mmh. au-dessus de soi. Donc, ce n'est pas réellement un retournement des os, c'est plutôt le fait de ressortir les Mmh. ancêtres, passer un moment avec eux, parce que dans leur pensée, la mort n'est pas effective au Mmh. sens littéral du terme. Elle fait cesser la mort, elle fait cesser pardon, les activités vitales, Mmh. physiques. Donc on en revient à la définition de départ, mais l'âme, Mmh. les pensées, les souvenirs et puis la parole finalement peut être préservée parce que les générations peuvent communiquer entre elles de sorte qu'on par exemple, si on a un chagrin d'amour ou si on demande de l'aide à grand-papa ou à grand-maman, on va effectivement lui poser ces questions et on suppose qu'elle va envoyer un message d'une autre façon que verbalement. Il va y D'accord. avoir des synchronicités qui vont se mettre en place ou une Mmh. situation qui va se déverrouiller. Voilà. Donc, c'est vraiment un moyen de garder le lien et de voir concrètement, Mmh. la mort n'est pas réelle, n'est pas complète. Elle n'enlève qu'une partie. D'accord. Mmh. Il y a encore une continuité. Voilà. Et il y a par exemple des témoignages de personnes qui expliquent aujourd'hui hein, qu'elles sont ravies de retrouver leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, quand ce sont des parents qui ont perdu un enfant, et de pouvoir les serrer contre eux. C'est-à-dire que là, l'absence, réellement, elle est temporaire. Oui. C'est vraiment une façon de se rapprocher physiquement Mmh. de la personne. Alors que dans beaucoup d'autres rituels, passés ou présents, beaucoup de rituels sont mis en place de sorte que l'absence physique de Oui. la personne soit remplacée par une semi-présence spirituelle. Euh, Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller forcément déterrer le corps pour avoir un contact physique, mais on va aider l'âme du défunt Mmh. à devenir un ancêtre et donc à créer un autre type de lien qui Mmh. effectivement ne va plus passer par le contact physique, mais va passer par la communion de l'âme et la communion des cœurs. Mmh. D'accord. C'est très intéressant aussi. Ça m'évoque aussi au Tibet le passage justement du futur défunt. Il y a tout un protocole aussi qui est mis en place. C'est Christophe Auré aussi qui en parle bien, hein, puisque lui, il est spécialisé aussi dans le deuil, d'ailleurs, qui va passer également sur le podcast. Mais c'est vrai que ça m'évoque vraiment tout ce processus et toutes ces choses qui mettent en place pour faciliter, on va dire, l'acceptation et le passage. C'est ça, C'est quand même... tout à fait ça. c'est Et c'est pour ça passionnant. que le livre, il est fait pour que chacun puisse se faire une idée, que chacun puisse trouver une forme d'apaisement d'une manière ou d'une autre, Mhm. puisse trouver parfois, je l'espère en tout cas, des réponses à certaines questions. Et en tout cas, la curiosité d'aller voir ce qui se Mhm. passe ailleurs, que ce soit dans le passé ou actuellement, mais de voir ce qui se passe Oui. pour accepter en totalité d'autres cultures et d'autres expériences. Hmm. Merci beaucoup en tout cas Caroline pour ce merveilleux échange et surtout pour vos connaissances parce qu'on sent qu'il y a une passion. Vous en parlez vraiment avec beaucoup d'animation, de passion, enfin avec beaucoup d'exemples aussi. Dans votre livre, c'est très bien illustré. Donc je remontre le livre ici à la caméra. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus. Il est disponible dans les librairies. Donc, on peut vous trouver également sur Internet si vous avez un site officiel ou... Alors, je n'ai pas de site officiel parce que très sincèrement, je ne suis pas adepte des nouvelles technologies. D'accord. J'ai un peu l'impression de vivre comme un hobbit dans ma grotte. Mais par contre, j'utilise Facebook beaucoup plus facilement parce que c'est vrai que c'est une façon d'échanger qui est
assez agréable. Donc, j'ai pas de pseudo. Les gens peuvent me trouver à Caroline Duban-Rasson. Et puis, bah, voilà, s'il y a des actualités de conférences, de salons du livre, etc., tout est mis sur ce site. Et je partage aussi beaucoup de choses de collègues qui travaillent sur différents thèmes, parce que je ne travaille pas spécifiquement sur la mort ou le deuil, hein. Je travaille sur toutes les croyances et toutes les superstitions du monde Mhm. et de toutes les époques. En fait, je m'intéresse absolument à tout. Et Oh, de fait, je partage tout un tas de choses qui peuvent intéresser les gens et qui, j'espère, vont leur donner un petit peu de plaisir, en tout cas, à découvrir les cultures et les époques. super. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, merci Merci à vous, Evelyne. merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés également. N'hésitez pas à commenter. Ça nous fera plaisir aussi de pouvoir répondre à vos commentaires et puis aussi à partager ce podcast. Merci, à très bientôt. Au revoir.